Eh bien, nous allons faire chauffer nos neurones. C'est parti pour 2 demi-journées de débat autour de l'intelligence. Les questions, on l'a vu, sont nombreuses. En quoi consiste au juste l'intelligence? Est-ce qu'elle est l'apanage de l'homme? Est-ce que sa définition varie d'une culture à l'autre? Est-ce qu'on est amené à la faire évoluer en fonction des changements sociétaux et des progrès technologiques? Pour répondre à ces questions, je serai rejoint sur scène par 2 invités, 2 chercheurs de premier plan. Le premier est directeur de recherche au CNRS. Il travaille dans le laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques au sein de l'École normale supérieure et compte parmi les membres du Conseil scientifique de l'éducation. Le second est également chercheur au CNRS et officie au Muséum de Paris. Ce paléontologue est l'auteur d'articles scientifiques et aussi de livres grand public. Il est également conférencier et commissaire d'expositions qui sont situées aux confins de l'art et des sciences. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Franck Ramu et Jean-Sébastien Steyer. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à Saint-Malo et pour bien poser les termes de notre débat, eh bien, nous allons aussi nous appuyer sur la réflexion et l'expertise d'un troisième intervenant qui va nous rejoindre d'ici quelques instants en visio. Cet invité est docteur en sciences de l'éducation, il est directeur de la stratégie à l'enseignement catholique de Paris, auteur de plusieurs ouvrages et fondateur d'une revue pédagogique qui s'appelle Le Maître intérieur. Cher public, merci d'applaudir Baptiste Jacomino. Bonjour Baptiste Jacomino. J'espère que vous nous entendez bien. Merci de vous être rendu disponible pour cet échange. Et pour lancer cet entretien, je vous propose de donner la parole à des enfants et à des adolescents. Notre réalisateur, Benoît Poisson, leur a posé une question bien moins basique qu'il n'y paraît. L'intelligence, c'est quoi? Regardez. Pour moi, être intelligent, c'est acquérir des connaissances sur divers sujets. Être bon en toutes les matières, savoir beaucoup de choses. Être intelligent, c'est comme si on savait tout, qu'on a regardé des documentaires et qu'on a lu. Et après, on distribue notre savoir. C'est la faculté à raisonner, apprendre, la culture générale, tout ce qui est savoir et apprentissage. Ça veut dire qu'en fait, on dit des bonnes choses et on réfléchit bien. Réfléchir beaucoup et trouver des réponses facilement. Ça veut dire qu'on n'est pas bête et qu'on sait des choses. Intelligence, c'est plus que la moyenne. Du coup, si tu as la moyenne, c'est bien. Et si tu as intelligence, c'est mieux. Mais c'est pas forcément très utile. Mais c'est bien si on veut faire un métier très difficile. L'intelligence, c'est le fait d'apprendre, de comprendre et de maîtriser. C'est une chose qui nous permet de faire de plus grandes choses. L'intelligence, c'est un peu la façon que l'on a à réagir à certains événements. Comment gérer ses émotions et chacun a sa manière de réagir en fonction des événements qui nous arrivent. Pour moi, c'est la capacité à se remettre en question et à apprendre de ses erreurs. La faculté à raisonner dans une situation particulière, la faculté de s'adapter aussi. Pour moi, l'intelligence, c'est être curieux de plein de choses et voilà, quoi. C'est poser des questions pour évoluer. Parler aux autres, expérimenter, intégrer les connaissances des autres, pas avoir peur d'apprendre en fait. Et ensuite, il y a l'intelligence, par exemple, de tous les jours, donc être poli, bien se comporter en société. C'est aussi du tact, l'intelligence, c'est savoir parler aussi. Il y a plein de choses pour décrire l'intelligence. Ce qui rend intelligent, c'est d'être gentil, de bien faire les choses. Savoir apporter son aide à des personnes. Il y a aussi l'écoute des gens, le respect.
savoir être responsable, pouvoir nous laisser des responsabilités. L'intelligence, elle est diverse et variée et chaque personne a sa propre version de ce mot. C'est pour ça que j'aurais du mal à définir réellement ce mot. Bien. Voilà un peu de grain à moudre. J'aurais envie de dire que ces jeunes nous ont mis la barre un peu haut, ça met la pression. En tous les cas, chacun d'entre eux a donné sa version de l'intelligence avec son savoir, son vécu. Et dans le prolongement de ces témoignages, eh bien, je me tourne vers vous, Franck Ramu. Vous êtes, je l'ai dit, chercheur au CNRS, enseignant à l'ENS, où vous dirigez l'équipe développement cognitif et pathologie. Vos recherches portent sur le développement cognitif de l'enfant, ses troubles, ses apprentissages scolaires, ses bases cognitives et cérébrales, ses déterminants génétiques et environnementaux. Autant dire que vous êtes bien, très bien placé pour tenter une première définition de l'intelligence. Oui, merci Denis. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir invités dans cette magnifique salle. Alors oui, je trouve que cette vidéo introductive introduit parfaitement le sujet parce que l'intelligence, c'est avant tout un mot du langage courant. Et comme tous les mots du langage courant, on l'utilise tous et on est tous capables d'en donner une définition, même si en fait, dans cette salle, peut-être si on interrogeait tout le monde, on recueillerait 400 ou 500 définitions différentes et c'est exactement ce que les enfants là nous ont démontré, c'est que voilà, chacun peut en donner sa définition. Et puis c'est vrai un peu de tous les mots du langage courant. Alors après, si on veut aller un petit peu au-delà et qu'on veut essayer d'avoir une approche scientifique de l'intelligence, ce qui est le but un des buts de la psychologie, eh bien, toutes les disciplines scientifiques sont amenées à redéfinir les concepts d'une manière beaucoup plus précise et un petit peu technique. Et donc, vous voyez, par exemple, c'est ce que la physique a fait depuis longtemps avec des concepts comme le concept de poids, de force, de température. Voilà, vous avez votre définition à vous, mais les physiciens, ils ont la leur qui est un petit peu plus précise. Alors, est-ce que les scientifiques s'accordent sur une définition de l'intelligence? Est-ce qu'il y a un consensus? On a fait une conférence de consensus sur l'intelligence et hop, on est tombé sur une définition qui satisfait tout le monde. Oui, alors si vous interrogez une assemblée de scientifiques, vous allez sans doute avoir encore un certain nombre de définitions différentes qui vont sortir, mais il y en a quand même une qui fait plus consensus que les autres au sein de la recherche en psychologie et qui est là depuis plus de 100 ans, en fait, qui a été formulée en 1904 pour la première fois par Charles Spearman, un psychologue britannique. Et donc c'est pas l'intelligence tout court, on l'appelle l'intelligence générale. C'est ça le concept scientifique établi en psychologie. Et donc l'idée, c'est cette intelligence générale, c'est la part commune à toutes les capacités cognitives. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ça part d'un premier résultat qui avait été établi par Spearman en 1904, qui est que si on teste de nombreuses capacités cognitives chez les individus, on va trouver des corrélations positives entre ces capacités. Autrement dit, les gens qui sont bons dans un domaine sont souvent bons dans les autres. En moyenne, évidemment, avec toutes les exceptions que nous connaissons. Et du coup, ça donne cette impression que, finalement, que ça soit les maths, le langage, la musique, la perception, etc., dans tous les domaines, finalement, toutes ces capacités cognitives, elles ont leurs caractéristiques propres, mais elles tirent aussi de ressources qui sont communes, de ressources cognitives communes. Et c'est ça qu'on va désigner du nom d'intelligence générale. Alors justement, est-ce qu'on n'a pas tendance trop souvent à donner la primauté à l'intelligence qu'on pourrait appeler logico-mathématique et à une intelligence linguistique? Est-ce que l'intelligence n'est pas celui qui maîtrise ces deux domaines, ou en tous les cas l'un des deux? Ce sont deux domaines cognitifs très importants, et en particulier dans le domaine scolaire, vous le savez tous, mais ce ne sont pas les seuls. Et en vérité, quand on regarde comment on mesure l'intelligence, donc la psychologie a aussi développé des outils de mesure de l'intelligence, des batteries de tests, etc. Ce sont des batteries de tests qui ne se réduisent pas à des tests purement verbaux ou à des tests de type mathématique. Ils essayent au contraire de balayer le plus largement possible toutes les facultés cognitives des êtres humains, ou en tout cas toutes celles qu'on est capable de mesurer de manière fiable. Et après, ce qu'on appelle l'intelligence générale, finalement, c'est une espèce de moyenne générale des scores obtenus dans les tests qui sont de toutes ces capacités cognitives. Et ces tests, de votre point de vue, sont fiables?
Alors certains le sont et d'autres pas, hein. Évidemment, si vous cherchez les tests de QI sur Internet, vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Les vrais tests d'intelligence ne sont pas en libre accès sur Internet, ils sont protégés dans les armoires fermées à clé des psychologues. Mais oui, il existe des batteries de tests qui sont des vrais outils de mesure de l'intelligence générale qui ont été validés, étalonnés de multiples fois et qui sont extrêmement fiables. Et donc ces tests, implicitement ou explicitement, induisent une notion de hiérarchie. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Ces tests mesurent une variabilité au sein de la population humaine. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes capacités cognitives dans tous les domaines et tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence générale. Et je pense que quand on s'adresse à des enseignants, tous les enseignants peuvent l'observer dans leur établissement, c'est évident. Donc après, voilà, on a un outil de mesure de ça qui permet de dire que de quantifier et aussi de caractériser les différences cognitives entre individus. Après, ça n'implique pas qu'on doit dire que la personne qui a un QI plus haut qu'une autre est supérieure à une autre dans un sens hiérarchique. Et une personne qui a mal réussi son test est forcément bête ? Non, bien sûr, il y a toujours plusieurs raisons possibles d'échouer à un test. Et en général, donc, par exemple, si on ne fait pas attention, si on est distrait ou si on est dans un état d'humeur qui n'est pas propice à la réalisation du test. Et c'est pour ça qu'en général, les psychologues sont très attentifs aux conditions de passation. Et s'ils jugent que les conditions n'étaient pas réunies pour quelqu'un qui a passé un test, il va essayer de le refaire à un autre moment. Une dernière question pour vous. Est-ce que l'intelligence est le propre de l'homme ? Alors, je dirais oui et non. Évidemment, l'intelligence telle que on l'a définie entre nous, évidemment, on fait référence à des capacités cognitives qui sont typiquement humaines. Et quand on crée des instruments de mesure, évidemment, on crée des instruments de mesure pour les êtres humains. Et si on les donne à des animaux d'autres espèces, ça ne va pas marcher, évidemment. Mais en fait, si on regarde les choses à un niveau de généralité plus grand, évidemment, les autres espèces animales, ils ont aussi des facultés cognitives qui leur sont propres, qui sont adaptées à leur environnement. Et on peut aussi créer des instruments de test pour les mesurer. On trouve aussi qu'ils ont cette forme d'intelligence générale, c'est-à-dire cette corrélation entre les différentes capacités cognitives. Et il y a des chercheurs qui ont créé des batteries de tests pour différentes espèces. D'accord. Alors je suis sûr sur ce point que votre voisin Jean-Sébastien Steyer ne vous contredira pas. Hein. Jean-Sébastien Steyer, vous êtes chercheur au CNRS, paléontologue au Muséum de Paris. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure on peut parler d'intelligence en dehors de l'humain ? Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je suis ravi cet après-midi de parler d'intelligence et on voit que ce n'est pas évident de définir d'une manière intelligente finalement l'intelligence. C'est une notion qui nous échappe un petit peu et en sciences du vivant, en sciences de l'évolution en général, parce que la paléontologie est une science de l'évolution, on se rend compte finalement que l'intelligence, elle apparaît souvent là où on ne s'y attend pas, dans différents groupes, différentes espèces assez nombreuses, qu'elle n'est pas propre en fait à l'homme, qu'elle n'est pas obligatoire dans l'évolution des espèces, qui est une sorte de ramification très complexe et assez aléatoire, mine de rien. Et on peut regarder en fait le monde qui nous entoure aujourd'hui et puis la diversité des mondes fossiles grâce aux restes organiques que je vais chercher sur le terrain pour essayer de mieux comprendre ces facteurs et cette évolution de l'intelligence, ou des intelligences plutôt, et on se rend compte qu'elle est présente chez beaucoup d'espèces animales. On pense aux oiseaux, par exemple, l'oiseau jardinier qui va construire en fait des nids très complexes avec une fausse perspective pour attirer en fait la femelle lors de la saison des amours. On pense aux cétacés qui, malheureusement pour eux, quand ils sont en captivité, sont capables de se suicider, de se cogner la tête jusqu'à mourir en fait contre les parois du siquarium. On pense aux éléphants qui vont se regrouper pour aller gentiment mourir en fait dans d'autres environnements que là où ils évoluent en général. On pense aux rongeurs aussi. On pense aux corvidés, les corbeaux, les perroquets bien sûr, qui ont en sciences cognitives animales en fait des capacités assez impressionnantes avec une manipulation de vocabulaire, des conceptions assez abstraites comme le zéro en mathématiques, ils l'ont. On peut penser aussi tout simplement au jeu, c'est-à-dire au jeu de l'intelligence aussi. Le dauphin va s'amuser à faire des espèces de bulles
sous forme d'anneaux et puis à passer ensuite dans les anneaux. À l'art aussi. On peut penser à l'art. l'art. Certains animaux ont un sens esthétique, artistique. Exactement. Alors, on a cité un petit peu l'oiseau jardinier qui est capable même de peindre certaines extrémités des brindilles de son nid. Hein. Il va chercher des baies plutôt bleutées parce qu'il sait que la femelle est intrigué ou intéressé par ces couleurs bleutées. Il va mâcher en fait des baies, utiliser d'autres types de brindilles pour peindre l'extrémité en fait supérieure de ces tiges qu'il va disposer d'une manière très artistique. On pense à la pieuvre aussi, qui fait du land art. Elle se balade là dans les rochers, elle prend des cailloux et puis elle empile les petits cailloux et puis ça sert absolument à rien. Ça ne sert pas à se reproduire, ça ne sert pas à se protéger. Ni à se repérer. Ni à se repérer. Elle fait le tour, elle est contente, et puis voilà, il y a une sorte de contemplation aussi animale, si je puis dire. Alors, votre métier, il plonge dans les profondeurs du temps. À partir de quelle époque on peut dire que l'intelligence apparaît dans la vie animale ? Alors, ce qu'on observe au cours de l'évolution des espèces, c'est que la vie apparaît sur Terre il y a environ 3,9 milliards d'années. C'est très ancien, finalement. C'est pas si ancien quand on regarde l'âge de la Terre qui a environ 4,5 milliards. Donc en 500-600 millions d'années, on a l'apparition de premières formes de vie à l'état de bactéries essentiellement, hein, des bactéries qui vont laisser en fait des traces dans les sédiments qu'on appelle des stromatolites. Et ensuite, il y a un développement assez rapide de la vie avec l'apparition de différents groupes. Alors je pense aux vertébrés et à leur encéphale. Donc on est à peu près à 550 millions d'années. Mais si on considère l'intelligence d'une manière très disparate en termes d'évolution des espèces, il faut aussi inclure d'autres espèces comme justement les non-vertébrés, ce qu'on appelle les invertébrés. Et là, on est à peu près à 600 millions d'années. Alors, l'intelligence, on le voit, n'est pas le propre de l'homme. Est-ce qu'en dehors de l'humain, elle est réservée aux animaux ou est-ce qu'on peut aussi l'observer dans des espèces végétales comme notamment le soutien Peter Wohlleben qui a écrit ce best-seller La vie secrète des arbres? Finalement, oui, on peut. Alors, chez le cas des... On vous sent hésitant. Chez les plantes, j'hésite un petit peu parce que c'est en même temps une notion très anthropocentrique de parler d'intelligence, mais ça a le mérite, c'est un petit peu comme l'anthropocène, en fait. Les géologues ont déjà une période propre à l'homme qu'on appelle l'holocène, mais l'anthropocène, même si c'est du réchauffé, si vous voulez, ça a le mérite de placer l'homme au centre de tout le dérèglement climatique actuel. Alors on va en parler lors de la deuxième partie des débats cet après-midi. Pour l'intelligence, c'est vrai que quand on regarde en fait chez les plantes cette capacité à communiquer, notamment en cas d'arrivée en fait de polluants dans des environnements forestiers, les premiers arbres qui ont des systèmes racinaires très complexes et qui vivent en symbiose en fait avec des champignons, avec des bactéries, tout ce petit monde en fait du sous-sol va interagir à l'arrivée d'un polluant quelconque et par interaction de ce qu'on appelle la rhizosphère, donc la sphère en fait autour des rhizomes, des racines, va passer l'information d'arbre en arbre très rapidement. Donc est-ce qu'on peut parler on peut parler de communication, ça c'est sûr, c'est une certaine forme d'intelligence parce que l'intelligence en sciences du vivant se définit par essentiellement 3 facteurs. Il y a une perception ou une sensibilité vis-à-vis de l'environnement, une interaction avec les autres individus, voire les autres espèces, et puis une sorte d'appréhension des conséquences de l'action ou de l'interaction. L'anticipation. L'anticipation, exactement. Franck Ramu, si on se dit que les plantes ont une forme d'intelligence, ça veut dire que le cerveau n'est pas le siège de l'intelligence. Oui, je ne sais pas si je dirais que les plantes ont une forme d'intelligence, mais disons, ça, ce n'est pas une question qui a une réponse scientifique. La question que vous posez, c'est finalement jusqu'où est-ce qu'on est prêt à étirer le concept d'intelligence pour y inclure un ensemble d'organismes encore plus large. C'est sûr que les plantes réagissent à leur environnement, il y a une forme de communication. Est-ce qu'elles anticipent quoi que ce soit? Je suis un petit peu plus circonspect. Donc moi
je restreindrai arbitrairement le périmètre aux animaux vertébrés et invertébrés, comme l'a dit Jean-Sébastien. Vous souscrivez, mais êtes c'est en prêt partie arbitraire. À circonscrire l'intelligence au monde animal? Oui, mais en même temps, il y a quand même le fait de communiquer pour dire aux autres pieds « attention, danger, polluant, fermez vos stomates, fermez vos racines ». Il y a une sorte d'appréhension à très court terme, certes, mais des conséquences environnementales qui vont arriver. Donc, on touche quand même du doigt la notion d'intelligence au sens large, quoi. Après, vous posiez la question sur le cerveau. Est-ce que le cerveau est essentiel à l'intelligence? Alors là, je crois qu'on peut répondre non. Si on a inclus déjà tous les animaux n'ont pas un cerveau. Il y en a qui ont plusieurs cerveaux, comme le poulpe, et puis il y en a qui n'en ont pas du tout, mais qui ont quand même un système nerveux, ou parfois même pas vraiment de système nerveux, mais au moins des systèmes sensoriels. Alors, il ne faut pas nécessairement donc un cerveau pour qu'il y ait intelligence. En revanche, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait des sens, et pas seulement ou pas forcément les 5 sens auxquels on pense le plus couramment. Oui, les sens sont très importants pour la perception environnementale. C'est même du domaine de la survie, et on se rend compte quand on creuse au sens propre et comme au sens figuré finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sens chez les animaux essentiellement qui nous échappent. Déjà la vision, nous on a un spectre en fait physique de longueur d'onde très finalement borné au sens physique du terme que d'autres espèces ne perçoivent pas forcément, ou en tout cas pas comme nous, avec d'autres types d'yeux ou d'autres sens. On pense à l'écholocation ou l'écolocalisation par exemple. Alors ça, il faut expliquer ce que c'est. Nous on se retrouve enseveli par la neige sous une avalanche. On ne sait pas dans quelle direction creuser, c'est ça? Alors, oui, ça c'est plutôt ce qu'on appelle le géotropisme, c'est-à-dire cette sensation ou ce sens qui nous permet de savoir où est le haut, où est le bas. Il y a beaucoup de vers ou des faunes, en fait, des éléments organiques du sol qui ont en fait ce sens-là, qu'on a un petit peu perdu quelque part, nous, ce qui fait que quand on est pris effectivement dans une avalanche, pour ceux qui font pas mal de hors-piste, les accompagnants nous disent souvent d'uriner, et puis on peut sentir où ça tombe. Voilà, où ça tombe, où ça coule, pour creuser l'opposé en fait de là où ça coule, quoi. Et alors qui a ce sens? Alors, beaucoup de vers, des vers de terre, des lombriques, des annélides, beaucoup de petits colamboles, des arthropodes, en général toute la faune en fait du sol, qui en fait finalement est adaptée. L'intelligence, c'est aussi, on l'a bien vu dans les vidéos, il y a le terme adaptation qui revient souvent, qui rejoint en fait le troisième critère d'appréhension des conséquences futures. Et il y a finalement un panel de sens divers et variés qui vont poser les briques de formes différentes d'intelligence. Merci Jean-Sébastien Steyer. Le temps est venu de donner la parole à Baptiste Jacomino. Baptiste Jacomino, je le rappelle, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, directeur de la stratégie à la direction diocésaine de Paris. Alors, quand on ouvre un dictionnaire, eh bien, on trouve énormément de synonymes de l'adjectif intelligent: brillant, capable, clairvoyant, compétent, doué, expérimenté, sage, génial, habile, perspicace, sagace ou encore spirituel. Lequel se rapproche le plus de votre vision de l'intelligence? D'abord, si vous permettez, je voudrais dire que c'est super que vous ayez d'abord fait cette liste, et que la jeune fille qui a parlé en dernier dans la vidéo, un peu dans le même esprit que vous, et qui a relevé cette polysémie, fait un geste important. L'intelligence, c'est d'abord un mot. Et comme tous les mots, il y a des équivoques. Et le dire aux élèves, c'est déjà se libérer d'une certaine pression de ce mot sur nous. Alors moi, si je devais choisir, je pense que le choix se ferait entre deux définitions qui reviennent particulièrement. La première, l'intelligence comme capacité d'adaptation, et la deuxième, l'intelligence comme capacité à faire des liens, et en particulier des liens nouveaux. Et il me semble qu'entre ces deux définitions, il y a une petite contradiction possible. On a rarement fait des liens nouveaux dans la vie parce qu'on y était obligé. On fait rarement des liens nouveaux parce qu'on est obligé de s'adapter.
Et il me semble que face à ces deux possibilités, ces deux définitions de l'intelligence, eh ben, c'est intéressant qu'on essaie de choisir, en particulier dans nos établissements. Et moi, je crois beaucoup à la deuxième piste, à l'idée de faire des liens, et en particulier de faire des liens nouveaux, quitte à ne pas s'adapter, quitte parfois à refuser de s'adapter. Ça veut dire, en quelque sorte, faire le pari de l'initiative. L'initiative des professeurs, l'initiative des élèves, c'est faire le pari qu'ils vont pouvoir faire des liens et des liens nouveaux. Et pour ça, il ne faut pas seulement qu'ils soient soumis à des injonctions descendantes. Je dirais en bref que l'intelligence, ça ne descend pas, ça monte. Ça veut dire aussi qu'il faut laisser peut-être les élèves plus libres, leur proposer d'associer, alors je ne ferai pas le coup des projets interdisciplinaires obligatoires qui avaient été décrétés il y a quelques années, mais ça veut dire qu'il faut aussi parfois oser des passerelles, des rencontres entre des disciplines qui nous paraissent éloignées. Alors, tout en disant ça, je me dis que le grand oral au bac peut être l'occasion d'effectuer ce type de lien, mais vous allez me dire qu'on y est plus ou moins contraint. Oui, et puis bien au-delà des heures formellement, officiellement délimitées pour ça, toute la journée, il est possible de faire des liens originaux et surtout de permettre des liens qu'on n'a pas prévus. Dans les propos de l'intervenant précédent, j'ai été particulièrement sensible à cette phrase « l'intelligence apparaît là où on ne s'y attend pas ». Alors on parlait évidemment plutôt dans une dimension historique, mais je crois qu'on pourrait appliquer exactement cette phrase à ce qui se passe dans un établissement scolaire. L'intelligence apparaît là où on n'y attend pas. Est-ce qu'il y a des endroits qu'on laisse libres, suffisamment libres, pour qu'apparaissent des choses qu'on n'attendait pas dans un univers, l'école, qui est plutôt naturellement obsessionnel et qui aime beaucoup prévoir, organiser, contrôler. Quel espace on se laisse pour les choses qu'on n'attend pas? Alors, et dans le vocabulaire catholique, on appellerait la grâce. Alors, ce que vous dites là, qu'il s'agisse de liens insoupçonnés ou bien de capacité d'adaptation à la nouveauté, j'ai envie de vous dire que l'intelligence, si c'est ça, c'est pas très scolaire, entre guillemets. Bah, vous savez, l'école, le scolaire, c'est comme l'intelligence, c'est un mot. La question, c'est de savoir quelle définition on va lui donner. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'on puisse faire un petit peu évoluer la définition de l'adjectif scolaire. Franck Ramu, même question. Est-ce que si on se dit que l'intelligence, c'est avant tout finalement une forme de créativité et d'adaptation, est-ce que l'école est le meilleur pourvoyeur d'intelligence ? Bon, pour moi, la créativité et l'adaptation, ça fait partie de l'intelligence, mais ça n'en sont que certaines facettes. Comme je le disais, l'intelligence générale telle que nous, on l'a définie en psychologie, c'est la part commune à toutes ces facettes. Et donc, pour moi, il y a quand même un lien assez clair entre intelligence et scolarité, dans le sens où l'école sollicite beaucoup de facultés cognitives des élèves, c'est indéniable, peut-être pas toutes, peut-être certaines comme la créativité pas suffisamment, on peut être d'accord là-dessus, mais quand même elle en sollicite beaucoup, et dans la mesure où finalement l'intelligence générale, c'est une espèce de moyenne générale de toutes ces capacités cognitives, oui bien sûr, elle est sollicitée par l'école. Et du coup, ça n'est pas étonnant que les mesures d'intelligence générale comme le quotient intellectuel soient le meilleur prédicteur de la réussite scolaire. Et je dirais le lien est double, puisque donc on peut voir l'intelligence comme finalement une cause de la réussite scolaire, mais la relation va dans les deux sens, puisque la scolarité est aussi un des moyens par lesquels on développe l'intelligence des enfants. Et on a même des preuves du fait que chaque année de scolarité augmente l'intelligence générale des enfants de l'équivalent de quelques points de QI. Baptiste Jacomino, je viens d'entendre les mots moyenne générale. Est-ce que les notes à l'école sont là pour mesurer l'intelligence des élèves? Est-ce qu'elles le font intelligemment? C'est très délicat toujours de parler de façon universelle de ça. Il y a des manières de mettre des notes aux élèves qui peuvent les aider à faire ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire à développer leur intelligence. Tout dépend comment on évalue, à quel moment. Je pense qu'on commence à s'approcher là d'une question passionnante qui est celle de comment se transmet l'intelligence. À l'école, moi, si je pouvais prendre un petit angle pour commencer sur ce sujet-là, il me semble qu'il y aurait un éloge à faire des gens qui savent changer d'avis en public, des professeurs qui reconnaissent leurs erreurs, des professeurs qui bifurquent,
Il y a un élève qui témoignait dans la vidéo d'ouverture tout à l'heure, qui disait que l'intelligence, j'ai noté, c'est se remettre en question et apprendre de ses erreurs. Comment on en donne le spectacle à l'école, de façon un peu désinhibée, ça pourrait être une première piste, et peut-être que ça aussi, c'est évaluable et notable d'une façon encourageante. Donc une forme d'humilité, et puis aussi peut-être reconnaître le statut de l'erreur qui est en fait totalement indispensable à l'apprentissage pour peu qu'on en fasse quelque chose. Les notes, elles ont quand même la prétention d'évaluer, sinon l'intelligence, du moins le niveau et la progression des élèves. Est-ce qu'elles sont un bon outil de mesure de l'intelligence ? Je dirais qu'elles sont un corrélat de l'intelligence générale, mais il ne faut pas les voir comme un outil de mesure de l'intelligence. D'abord, si c'était un outil de mesure de l'intelligence, ça serait un relativement mauvais outil de mesure parce qu'il est biaisé de plein de manières différentes. De manière générale, de toute façon, ça n'est pas la fonction des écoles de mesurer l'intelligence des élèves, ni peut-être un petit peu de la développer, bien sûr, mais de manière générale, à l'école, on n'a pas besoin d'estimer l'intelligence des élèves, ce n'est pas le propos. Et si jamais la question se pose pour certains élèves, comme c'est le cas de temps en temps, alors il ne faut pas prendre les notes comme un outil de mesure. Il faut l'envoyer chez le psychologue et faire passer les tests appropriés. On va faire une petite parenthèse, puisque je crois lire entre les lignes que vous évoquez la question des hauts potentiels. Oui, mais pas seulement, parce qu'en fait, le principal usage des tests d'intelligence, ce n'est pas tant pour les hauts potentiels, c'est pour tous les diagnostics de troubles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un trouble des apprentissages, dyslexie, dyscalculie, etc., ou un trouble de type psychologique, psychiatrique, TDAH, autisme, dans tous les cas, on a besoin d'un bilan à la fois des symptômes de l'élève, mais aussi de son niveau intellectuel général. Donc, si vous voulez, le bilan intellectuel, il fait toujours partie du bilan diagnostique. C'est ça le principal usage des tests. Et sur la question des hauts potentiels, on a l'impression qu'on en a chaque jour davantage et beaucoup de parents, quand leur enfant a des difficultés, préfèrent se dire qu'il présente un haut potentiel plutôt que d'aller chercher des difficultés dans une direction différente. C'est ce que vous observez aussi ? Oui, bon alors déjà pour préciser, quand on dit haut potentiel intellectuel ou haut QI, ça veut dire ceux qui ont les 2% qui ont les scores les plus élevés dans les tests d'intelligence. Donc voilà. Et qui parfois ne sont pas de ce fait adaptés à la. Alors la plupart en fait réussissent extrêmement bien à l'école, sont les premiers de leur classe et ne posent aucun problème et du coup ne sont jamais envoyés chez le psychologue passer un test d'intelligence. Donc ceux-là on n'en parle jamais. Et évidemment les seuls dont on parle, c'est ceux qui parce que peut-être ils sont trop en avance ou pas bien adaptés à ce qu'on leur propose dans leur classe, effectivement commencent à poser problème. Du coup, on a une bonne raison de les envoyer chez le psychologue. Là, ils passent des tests et pour certains d'entre eux, il s'avère qu'effectivement, ils sont aussi à haut potentiel. Mais du coup, il faut voir qu'on a une vision extrêmement biaisée des caractéristiques de ces élèves à haut potentiel. On ne voit que ceux qui posent des problèmes. Et alors après, voilà, il se trouve qu'effectivement, il y a une espèce d'effet de mode. Parmi tous les élèves qui ont des problèmes, évidemment, c'est plus valorisant d'avoir un élève à haut potentiel que d'avoir un élève dyslexique ou autiste. Donc il y a un peu cette demande de la part des parents. Et en retour, il y a aussi un certain nombre de psychologues qui répondent à cette demande en donnant des étiquettes de haut potentiel un petit peu facilement. Merci beaucoup. Alors avant de poursuivre... Avant de poursuivre notre conversation, je vous propose de regarder une nouvelle vidéo. On a, là encore, on va s'en remettre à la sagesse des enfants et des adolescents, à qui l'on a demandé si, de leur point de vue, on est ou non tous intelligents. Est-ce que tu te considères intelligent ? Oui, parce que je fais bien mon travail, je fais des choses gentilles pour aider les gens, et du coup, ça me rend intelligent. Oui, maman, elle me le dit tout le temps. Oui. Oui, comme tout le monde. Oui. Je regarde beaucoup de documentaires, ça m'aide beaucoup. Oui. Moi, je me considère intelligent. Je trouve que je sais plein de choses. Je ne suis ni pas intelligent, ni très intelligent. Je suis normal. Il y en a certains qui pensent être intelligents et les autres qui pensent pas être intelligents. Mais tout le monde est intelligent pour moi.
L'intelligence, c'est individuel. On peut avoir des données génétiques avec plus de neurones, etc., des facilités pour faire des liens, etc. Mais il y a plein de sortes d'intelligence. On a tous une intelligence particulière, enfin, on n'a tous pas la même. À partir du moment, je pense qu'on a un cerveau, on a un type d'intelligence. On ressent les choses et c'est le principal. Peut-être il y en a qui sont un peu plus intelligents que d'autres, et il y en a qui sont peut-être un peu moins intelligents, mais ça n'a pas trop d'importance, je pense. Et on n'a pas jugé les autres pour ça, en fait, pour ce qu'ils sont. Tout le monde a sa propre intelligence. Et toi, tu te considères intelligent? Non, pas spécialement. Pas trop. Parce que des fois, j'ai des fautes. J'en ai aucune idée. Je sais pas trop. Je sais pas pourquoi je me trouve pas très intelligent. Vu qu'on est tous intelligents, moi aussi je suis intelligent. Si on part du coup du principe que tout le monde est intelligent, bah forcément je suis intelligent, mais après ça dépend dans quel type d'intelligence vous parlez. Dans tout ce qui est matière scientifique, je réussis plutôt bien, mais tout ce qui est créatif, je suis moins bon, on va dire. Je suis moins bon. Ma propre forme d'intelligence, ça serait plutôt le sport, l'humour. Voilà, c'est un peu mes facilités aujourd'hui. Quand j'arrive à plutôt bien résoudre un conflit, quand je réagis d'une manière qui me semble plutôt juste, c'est vrai que j'ai tendance à me faire à la réflexion que j'ai réagi d'une manière intelligente. Quand j'ai réussi à analyser une situation et que j'ai pris une décision en conséquence, moi j'estime que j'ai fait preuve d'intelligence parce que j'ai utilisé les données que j'ai pour pouvoir choisir la réponse à ma question. La manière dont on se comporte, ça relève déjà de notre intelligence et notre capacité à vivre avec les autres. Et donc on peut être plus ou moins intelligent, d'après moi, selon nos actions. Et donc on n'est pas tout le temps intelligent pour moi. Moi je fais du sport, le rugby, et j'ai appris plein de choses. Dans le rugby par exemple, tu as beaucoup de respect même envers tes ennemis. Et ça peut servir dans la vie de tous les jours et c'est comme ça qu'on peut devenir plus intelligent. Après, je trouve que peut-être se définir intelligent, c'est un peu, comment dire, narcissique, je pense. J'ai tendance à être très critique envers moi-même, donc je ne peux pas me considérer intelligente. Ce serait une mauvaise stratégie déjà pour tout ce qui est social, etc. Et aussi juste une question d'être modeste pour accepter certaines choses et pour pouvoir être ouvert d'esprit. Tout le monde a forcément au moins un type d'intelligence propre à lui et il y en a forcément qu'on découvre au fur et à mesure. Parce qu'on a tous la capacité à réfléchir, à avoir une critique sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. On est tous capables de se remettre en question et pour moi ça fait de nous des personnes intelligentes. Après, est-ce que tout le monde est intelligent? Je sais pas, parce qu'on voit beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on peut tous être intelligents, ça j'en suis sûr. Devenir intelligent, c'est une sorte de volonté qui vient de nous-mêmes, je pense. Bravo à tous ces jeunes qui ont accepté de répondre. Baptiste Giacomino, vu qu'on est tous intelligents, alors je suis intelligent. C'est assez implacable comme raisonnement. Est-ce qu'on est effectivement tous intelligents de votre point de vue ? Bien sûr, la question, ça a été très bien dit, c'est cette phrase « on n'est pas tout le temps intelligent, on n'a tous pas la même », j'ai noté, et tout le monde a sa propre intelligence. Votre affirmation n'a de sens que si on ajoute ces nuances-là, et ça nous amène très très naturellement du côté de la question de la singularité. Ce que nous disent les élèves là, ce que nous posent comme question les élèves là, c'est celle de la singularité. C'est d'ailleurs, pour faire écho à ce que disait Philippe Delorme en ouverture, pour ça sans doute qu'on se tourne vers ces établissements-là. C'est parce qu'on pense qu'on va essayer d'être attentif à la singularité de chacun plutôt qu'à un positionnement par rapport à une norme d'intelligence strictement quantitative ou strictement normative. On sent chez ces élèves qu'ils ont envie de ça, qu'ils s'intéressent à cette question de la singularité plutôt qu'à simplement la question de la norme. Franck Ramu, dire qu'on est tous intelligents, ça relève du politiquement correct. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est intelligent.
Oui, il y a un peu de ça, c'est assez frappant en écoutant les élèves, là, de voir qu'effectivement, ils sont très soucieux d'être politiquement corrects, de ne pas vouloir dénigrer les autres, de ne pas vouloir se situer au-dessus des autres. Et bon, c'est tout à leur crédit de manifester ces qualités, même si c'est... Et il y a une forme de vérité dans le sens où, évidemment, chacun a des capacités cognitives, chacun a des qualités, et elles peuvent être mises en valeur. Évidemment, ça n'implique pas que tout le monde a le même niveau d'intelligence générale. Et puisque vous êtes dans la mesure, vous êtes scientifique et vous êtes habitué aux chiffres, est-ce qu'en deçà d'un certain QI, on arrête de dire que les gens sont intelligents? Bon, honnêtement, je ne sais pas quel serait le seuil. Non, il n'y a pas de raison. Enfin, on rencontre des personnes avec une déficience intellectuelle, donc avec un très très bas niveau, et elles sont encore capables de faire des choses. Donc après, voilà, l'espèce humaine est diverse, hein, il faut l'accepter dans toute sa diversité. Tout le monde n'est pas capable de faire les mêmes choses, tout le monde n'est pas au même niveau, mais on peut respecter tout le monde quand même. Baptiste Giacomino, il y a une théorie, celle de Howard Gardner, qui rencontre un bel écho dans le public enseignant, notamment. Elle postule l'existence d'intelligences multiples, linguistiques, logico-mathématiques, spatiales, intrapersonnelles, interpersonnelles, corporelles ou encore musicales. Est-ce que cette approche-là vous paraît pertinente ? Moi, je serais plus pour qu'on continue la liste de façon indéfinie, comme le suggéraient les élèves là, ce qui n'enlève rien du tout, qu'on s'entende bien, à la pertinence d'un discours scientifique qui pose une définition de départ, comme on vient de l'entendre, et qui, à partir de là, fait des mesures. C'est tout à fait pertinent et intéressant. Mais si on veut aller du côté de la diversité, pourquoi s'arrêter à quelques catégories, ce qui est une façon de rétablir de la norme en la découpant en sous-sections? Pourquoi ne pas aller du côté de la singularité? Il me semble que c'est ce vers quoi les élèves font signe, et c'est ce qui nous intéresse, et qui, pour le coup, n'est pas délégable à des machines, n'est pas délégable à des tests, mais suppose une rencontre personnelle entre un maître et un élève. Oui, alors ça c'est bien, mais quand vous êtes enseignant, déjà quand on vous dit qu'il y a plusieurs types d'intelligence et peut-être qu'il faut vous adresser de manière différenciée à chaque élève, il y a un exercice de géométrie, tel élève va l'aborder sous un angle mathématique, l'autre va l'aborder plus sous un angle artistique, le troisième... Enfin, c'est difficile de mettre en place une différenciation pédagogique. Alors si vous n'avez plus de catégorie, on pourrait vous objecter que ça devient un casse-tête insoluble pour le corps enseignant. Vous auriez dû inviter à ma place Sophie Martinez, mais peut-être que vous le ferez plus tard dans le congrès. Mais c'est pour donner un exemple, il y a des méthodes très simples de coopération en classe qui permettent de résoudre ce problème que vous posez de façon assez simple, sans s'épuiser, peut-être même en reposant davantage le professeur que dans son face-à-face avec la classe. Et c'est juste un exemple parmi d'autres de possibilités de différencier sans multiplier les supports, les cours séparés, les apartés, mais simplement avec une manière d'organiser la classe qui fait que les élèves ne font pas tous exactement la même chose au même moment. Et surtout, j'y reviens, qu'on laisse de la place à l'inattendu et à leur initiative. Je pense très importante, pas seulement la question de la différenciation spatiale des intelligences au même moment, mais quelque chose qui a été très bien dit par les élèves dans la vidéo, c'est la différenciation dans le temps. On n'est pas tout le temps intelligent, disait un des élèves interrogés. La question qui se pose alors, c'est quand ? Quand est-ce qu'on est intelligent ? Il me semble qu'en classe, encore une fois, je parle de ce domaine très spécifiquement, on est intelligent quand on a l'occasion de l'être, quand on nous laisse un peu de place pour ça, c'est-à-dire quand on ne nous remplit pas trop le mou, quand on n'en fait pas trop, quand il n'y a pas trop de pression, quand on a un peu d'espace. Pour prendre une image cinématographique, il y a des films qui laissent aux spectateurs plus d'espace pour être intelligents que ceux qui leur mettent des tonnes de suspense, d'images, de cris, de pression. On pourrait se dire, par exemple, que faire classe à la manière du cinéma de Chantal Akerman, ça rend plus intelligent que faire classe à la manière d'un film Marvel. Est-ce que les neurosciences dont on a beaucoup parlé ces dernières années, est-ce qu'elles nous disent quelque chose sinon de la façon d'accroître notre intelligence ou de la laisser parler, de notre capacité à apprendre? Est-ce que par exemple elles démontrent que mettre la pression, le stress, ce n'est pas exactement le meilleur moyen, comme le dit Baptiste Giacomino, de laisser de la place à l'intelligence? Alors, si vous permettez, je veux bien revenir sur les intelligences multiples. J'allais aussi vous reposer la question, mais sur les intelligences multiples, puisque vous voulez qu'on prenne la question par ce bout-là, est-ce que la science valide, est-ce que vous validez cette théorie ?
Oui, donc la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, je dois dire qu'elle a eu plus de succès avec les enseignants du monde entier qu'avec les chercheurs en psychologie. Disons, elle conduit à un discours qui est très apprécié parce qu'il est assez démagogique et facile, qui est que, vous voyez, tout le monde est intelligent, chacun à sa manière, c'est gentil, mais en vérité... Donc, en fait, ce qu'a dit Gardner, s'il avait dit quelque chose comme « il existe de multiples capacités cognitives, des capacités verbales, des capacités spatiales, des capacités mathématiques, des capacités musicales, etc. », tout le monde aurait dit « bah oui, on est totalement d'accord et c'est totalement trivial, on le savait déjà ». Et c'est ce qu'il a dit, sauf qu'il a remplacé le mot « capacité cognitive » par « intelligence » et clamait que c'était une nouvelle théorie de l'intelligence. Mais en fait, non, ce n'est même pas une théorie qui est empiriquement testable et qui aurait été empiriquement testée ou validée. C'est juste un abus de langage. Il a juste utilisé le mot intelligence à la place de capacité cognitive et ça ne remet nullement en cause les théories de l'intelligence qui sont les mieux établies et que j'ai exposées tout à l'heure. Une bonne relation, une bonne opération marketing, si je comprends bien. Très bonne. Alors, sur l'autre question que je vous posais, qu'est-ce qu'elles nous disent les neurosciences? Est-ce qu'on est capable de dire, voilà le contexte, le climat favorable à créer, si on veut favoriser l'expression de l'intelligence, en classe notamment? Alors, pour ma part, je dirais qu'on interroge un peu trop les neurosciences. Les neurosciences, ce n'est pas quelque chose de magique. S'il y a quelque chose que les neurosciences nous disent, elles peuvent nous dire quels sont des corrélats cérébraux de l'intelligence. Donc on sait mesurer plein de choses dans le cerveau, des propriétés anatomiques, comme des volumes, des propriétés fonctionnelles, comme des activations qu'on voit à l'IRM. Et parmi toutes ces propriétés cérébrales, on peut en trouver certaines qui corrèlent avec l'intelligence générale. Par exemple, le meilleur corrélat cérébral de l'intelligence, c'est le volume du cerveau. Énorme surprise, n'est-ce pas? C'est pas le paléontologue, évidemment, que ça va étonner. Mais donc, voilà, au-delà de ça, les neurosciences disent pas grand-chose. Si on veut savoir si le stress est bon ou mauvais pour les apprentissages, c'est les psychologues qui font interroger, c'est eux qui connaissent le stress. Et effectivement, ce que montre la recherche en psychologie, c'est que non, le stress et l'anxiété de manière générale, c'est pas très propice aux apprentissages. On apprend mieux dans un climat serein, on apprend mieux lorsqu'on reçoit des renforcements positifs, donc des récompenses, que lorsqu'on reçoit des renforcements négatifs, des sanctions, des punitions, etc. Baptiste Giacomino, questionner le rapport à l'intelligence, la façon dont on aborde cette notion à l'école, est-ce que ça peut être l'occasion pour l'enseignement catholique de réaffirmer, on l'a vu un petit peu avec Philippe Delorme, de réaffirmer son caractère propre? Est-ce que l'enseignement catholique a quelque chose de particulier à nous dire de l'intelligence? Oui, je pense au moins sur 2 points, parce que la liste pourrait être longue, mais le premier point, c'est encore une fois cette question de la singularité qui est au cœur, je crois, de tous nos projets. Et la deuxième, peut-être, qu'on pourrait évoquer rapidement, c'est la formule de l'intelligence de la foi, qui mériterait d'être un petit peu creusée, qui est devenue une expression classique dans notre monde, et qui me paraît très intéressante, parce que l'intelligence de la foi, précisément, c'est une réponse. C'est une réponse à quelque chose qu'on a vécu, en général qu'on n'a pas compris, qui nous est arrivé, sans qu'on en soit complètement responsable, et à quoi on passe notre vie à répondre. On y répond par la prière, on y répond en essayant de le penser, d'en dire quelque chose. Et là, il y a une forme d'intelligence passionnante qui permet de montrer comment, en particulier, on n'est jamais intelligent tout seul. Comment l'intelligence, à la fois dans les formes d'apprentissage, mais dans la vie en général, elle est toujours dans une forme de réponse à quelque chose. Et là, évidemment, l'enseignement catholique a une liberté supplémentaire et qui lui permet de creuser ce chemin-là. Alors l'intelligence, elle est faite effectivement d'interrogations. Est-ce qu'il faut quand même malgré tout la nourrir? Est-ce que, Jean-Sébastien Steyer, vous pourriez nous dire quelle est la place pour la mémoire, pour les savoirs à un moment donné ou à une époque où tous les savoirs sont quasi instantanément disponibles sur Internet? Oui, la mémoire fait partie aussi de l'intelligence. Après, Internet, c'est finalement le grand tout. On a du meilleur, de l'encyclopédie en ligne pour la culture, etc. Dans les définitions des jeunes, j'ai noté beaucoup de termes
plutôt quantitatif quand même, plus que qualitatif, bien qu'il y ait aussi cette appréhension du futur à différents termes, hein, moyen, court terme ou long terme. Notamment, il y avait une jeune qui disait que voilà, j'analyse les données actuelles pour préparer ma réponse. Ça, je trouve que c'est une belle finalement parabole de ce qu'est l'intelligence collective aussi, intelligence collective qui est variée aussi. Si nous avons une forme d'intelligence personnelle au niveau collectif à l'échelle de l'espèce, on peut penser à la fameuse maxime d'Hubert Reeves qui disait qu'il est grand temps d'utiliser notre intelligence d'une manière intelligente, parce que nous sommes une espèce qu'on appelle ingénieur et qui modifie plus que substantiellement notre environnement en utilisant les énergies qui ne sont pas forcément idéales, en surconsommant, etc. Je ne vous fais pas plus de dessins que ça, mais Hubert Reeves se plaçait un petit peu à l'échelle de l'humanité, évidemment, pour un petit peu déstabiliser aussi. Et donc, pour revenir à Internet, c'est un outil formidable. Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que j'ai besoin de connaître toutes les dates, d'avoir de solides connaissances pour déployer mon intelligence, ou est-ce que finalement, si je ne connais pas telle définition, telle date, il me suffit d'aller sur le net et de chercher cette information pour finalement alimenter ma réflexion et booster mon intelligence? Non, je pense que la quantité de savoir n'est pas nécessaire pour une intelligence. Et puis, pour revenir sur la discussion de tout à l'heure de l'intelligence vis-à-vis de l'école, je pense que je voterai pour en fait la pluralité des intelligences au niveau individuel, ce qui rend assez complexe d'ailleurs les comparaisons. Alors, je ne vous explique pas entre les espèces ou entre les différents comportements en éthologie. Est-ce qu'une espèce herbivore est plus intelligente ou pas qu'une espèce carnivore? Tout dépend du groupe. Tout dépend de l'intelligence collective aussi, des herbivores qui vont pouvoir feinter et se dissimuler plus rapidement dans l'environnement pour échapper aux griffes des carnivores, etc. Il y a plein d'exemples et de contre-exemples. Donc, ce qui fait que il y a différents types d'intelligence et je pense que ça serait et l'école en fait révèle les intelligences. Franck Ramu, je voudrais vous entendre sur cette question. Je ne suis pas sûr que vous soyez totalement d'accord. Est-ce que finalement, les savoirs, les connaissances, bon, c'est pas grave, c'est pas essentiel, c'est pas au cœur de l'intelligence? Oui, est-ce qu'on peut tout externaliser de ce qui est dans notre cerveau sur Internet? Bon, évidemment, c'est formidable d'avoir toute cette connaissance du monde accessible sur Internet et directement à partir du téléphone qu'on a dans notre poche. Jamais on a eu ça dans toute l'humanité. C'est génial et il faut s'en servir absolument. Aujourd'hui, si on a une discussion de groupe sur un sujet et on n'est pas sûr d'avoir la réponse, on sait qu'on peut la trouver en sortant le téléphone, et si on sait bien chercher. Mais, donc c'est quand même génial. Cela dit, si on veut pouvoir comprendre quelque chose, si on veut construire un raisonnement à propos de quelque chose, on est obligé d'avoir un certain nombre de connaissances stockées dans notre cerveau. On ne peut pas faire un raisonnement historique sans avoir les connaissances historiques dans son cerveau, en étant tout le temps en train de chercher sur Wikipédia qu'est-ce qui s'est passé quand. On va arriver à rien si on fait ça. De même qu'on ne peut pas faire des maths en recherchant tout le temps les définitions des concepts sur Internet. Donc, tout ce qu'on essaye d'enseigner à l'école, qui est quand même d'essayer de comprendre un certain nombre de concepts et d'être capable de raisonner sur des concepts, ça nécessite d'avoir ces concepts et tout ce qui est relié déjà en mémoire. Donc, formidable qu'on ait plein de choses accessibles sur Internet, mais ça ne dispense en aucun cas les élèves de devoir acquérir des connaissances. Alors, pour rester dans le cadre de la révolution numérique en cours, diriez-vous que le terme intelligence est approprié quand on parle d'IA ? Alors bon, ça c'est un vaste sujet. Je dirais, pour restreindre la question à ce qu'on voit de l'IA actuellement, qui sont les productions des modèles de langage comme ChatGPT ou des modèles génératifs d'images, etc., non, clairement, disons, c'est de la bonne imitation de l'intelligence humaine. Mais on voit très bien aussi que c'est de l'imitation. Et après, évidemment, tout dépend quel va être notre critère. Si notre critère pour dire qu'une IA est intelligente, c'est qu'elle simule suffisamment bien l'intelligence humaine, alors oui, là, sans aucun doute, on va y arriver très vite.
Mais si on a un critère qui est plus de regarder, mais comment est-ce qu'elle arrive à produire ce qu'elle produit, alors clairement, elle ne le fait pas du tout d'une manière intelligente. Est-ce qu'on a fait passer des tests de QI à des logiciels d'intelligence artificielle et est-ce qu'il s'avère que la machine est moins intelligente ou est beaucoup plus que l'humain ? Alors, est-ce qu'on a fait passer des tests de QI? Je ne sais pas. On lui a fait passer plein de tests mathématiques et de divers ordres. Et elle peut en réussir certains très bien, et même mieux que certains humains. Le problème, c'est que la réponse à cette question va simplement dépendre de est-ce que des tests similaires étaient dans le corpus d'entraînement de l'algorithme? Si oui, il va réussir à les refaire très bien, et sinon, il va être plus en difficulté. Du coup, est-ce que c'est si intelligent que ça quand il réussit? C'est un peu comme PISA, quand les Finlandais entraînent leurs élèves avec les tests standards. Bon, forcément, est-ce qu'ils sont plus intelligents que les petits Français? On va se consoler comme ça. Hein. Donc, je sais pas si les Finlandais le font. En tout cas, ça les a pas empêchés de chuter quand même dans les classements. En effet, ils s'entraînent moins bien. Jean-Sébastien Steyer, vous êtes paléontologue et donc tourné vers le passé. Et en même temps, je crois que vous aimez bien la science-fiction. On a envie de vous demander, est-ce qu'on est en train de vivre un scénario digne d'un roman ou d'un film de science-fiction avec l'IA aujourd'hui? Bonne question. Pour les artistes avec lesquels je travaille souvent pour les reconstitutions paléontologiques, oui. C'est même plutôt une dystopie qu'une utopie, merci. Dans le sens où ils se sentent complètement spoilés en fait par cette espèce d'amas en fait d'IA qui va pomper tous les styles possibles et imaginables de différents artistes, hein, de Van Gogh jusqu'à Alain Beneteau, pour parler d'un collègue et ami paléo-artiste, donc un artiste spécialisé dans les reconstitutions de dinosaures. Et d'ailleurs, les artistes se sont regroupés pour exprimer leur mécontentement. Et la réponse qu'ils ont eue, c'est « Désolé, vous êtes tellement nombreux dans mon IA que je ne peux pas tous vous payer en termes de copyright. » Donc ça, c'est pas une réponse très intelligente. Très précis, vous parlez de dystopie pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? C'est à ce point-là? Non, alors après, ce qui se passe aussi en science-fiction, c'est certains spécialistes parlent du mur de la science-fiction. C'est-à-dire que quand on projette un avenir, notre technologie va tellement vite par rapport notamment à notre évolution biologique, que l'écriture d'un scénario de science-fiction est quasi déjà dépassée au moment où le livre ou la nouvelle est publiée. Après, en ce qui concerne l'IA, Hawkins, le physicien, disait qu'il fallait arrêter les recherches, parce qu'on sent qu'on ne maîtrise plus en fait, cet outil-là, qui devrait être un outil à la base. Et pas l'inverse. Hein. L'humain n'est pas un outil de l'IA, c'est l'IA à la base qui a été créée pour remplacer en fait certaines tâches plus ou moins automatiques, exactement comme le robot il y a au siècle dernier. Robota en tchèque, ça veut dire le travail ou le labeur. C'est une invention tchèque en science-fiction qui a été reprise effectivement pour imaginer plein de dystopies avec des contrôles interplanétaires de robots. Alors on peut penser à Terminator, on peut penser à d'autres... Bradbury et d'autres auteurs aussi. Mais... Bien, merci à tous les trois. Je vous propose qu'on prenne un temps de questions-réponses avec la salle. Il y a un micro ou deux d'ailleurs peut-être, qui se trouve à votre disposition. Oui, Georges Anglès. Moi, je dirige Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine et j'aimerais bien, si c'est possible, que M. Giacomino revienne sur le concept d'intelligence de la foi qui a été juste abordé. Si vous pouvez donner un peu plus d'éclairage. Merci. Oui, je m'appuyais beaucoup sur une référence à Michel de Certeau, qu'il a développé en particulier dans son livre La faiblesse de croire. Et je trouve la très belle idée de Michel de Certeau, qui est métaphorique, c'est de dire que la rencontre avec la foi, c'est comme une vague dans notre vie, une énorme vague. On n'a rien compris, ça nous a submergés, et on passe la suite de notre vie, après cette coupure, à essayer d'y répondre et d'en répondre, avec des mots, par l'intelligence, mais aussi par la prière, qui, vue comme ça, n'est plus une demande, mais une réponse. Il me semble que là, il y a une façon, entre autres, de faire entendre l'intelligence comme quelque chose qu'on n'a jamais tout seul. Merci beaucoup. Autre question? Pas pour l'instant. Alors moi, j'ai une petite question pour vous, Jean-Sébastien Steyer. En quoi la compréhension... pour ne pas dire l'intelligence des situations du passé, y compris du passé lointain qui est celui du paléontologue,
est-elle essentielle pour faire face aux défis d'aujourd'hui ? Alors essentiel, je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi un outil. Connaître finalement les phénomènes passés qui ont jalonné l'histoire de la Terre et l'évolution de la vie peut nous permettre, sans jouer les Nostradamus, bien sûr, de peut-être appréhender un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense tout de suite à Nietzsche qui disait que le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. C'est une maxime qu'on utilisait beaucoup avec un collègue artiste avec lequel j'ai travaillé pour imaginer en fait une sorte d'anticipation biologique. On est dans le registre de la science-fiction, mais on utilisait cette maxime-là. Et c'est finalement un petit peu un principe qu'on utilise aussi aujourd'hui en tant que paléontologue au CNRS. Avant de chercher des fossiles, on cherche aussi des crédits. Tu connais. Qu'est-ce qui se trouve plus facilement, les crédits ou les fossiles ? Plutôt pour moi les fossiles. Il existe aussi des crédits totalement fossilisés qu'on va dénicher dans des... Tout à fait. Et on utilise un petit peu ce principe-là pour sensibiliser sur cette discipline qui est un petit peu à cheval entre les sciences de la Terre, les sciences de la vie, entre le passé et le présent, en pointant du doigt notamment les grands phénomènes d'extinction qui ont jalonné donc l'histoire de la vie, et pour essayer d'appliquer ça à l'extinction en cours, qui n'est pas la 6e exactement, c'est la 7e, mais peu importe le nombre. Et donc on a en quelque sorte, le 3e volet de l'intelligence que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'anticipation des conséquences, en se basant sur l'expérience qui a été la nôtre. Franck Ramu, dans quelle proportion l'intelligence est-elle le fruit de la génétique ? Et quelle est la part de l'intelligence qui dépend plutôt de ce qu'on a appris au contact de notre environnement ? Alors, la réponse canonique, c'est 50-50. 50% génétique, 50% environnemental. En tout cas, c'est la réponse que donnent les études de jumeaux. C'est une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, qui a des marges d'erreur. Qui est malgré tout conforté par aussi les études d'adoption qui se basent sur des hypothèses et des méthodes différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec la génomique, finalement, on peut se reposer la question en allant chercher directement dans le génome, est-ce qu'on trouve des variations qui sont corrélées à des variations d'intelligence ? Et la réponse, c'est qu'on en trouve. Alors actuellement, avec les variations qu'on trouve dans le génome, on explique environ 20-25% des variations d'intelligence. Donc on n'est pas encore aux 50% que disaient les études de jumeaux. Je ne sais pas si on atteindra les 50%. Mais en tout cas, voilà, on peut dire que ça nous donne une borne inférieure à la part de la génétique, et entre 25 et 50%. Bon, voilà, c'est intéressant. C'est très intéressant pour moi d'un point de vue fondamental, pour comprendre fondamentalement quelles sont les causes de nos différences individuelles. Ça n'a pas forcément des conséquences et des applications extraordinaires dans les écoles. Voilà, je le dis pour la culture générale. Et évidemment, ça ne remet nullement en cause l'idée que l'environnement a aussi une part prépondérante dans ce que nous devenons et dans les différences individuelles. Quand on dit 25 ou 50%, ça veut dire qu'il y a 50 à 75% qui, de toute façon, viennent de l'environnement. Donc ça laisse quand même une bonne part à l'éducabilité. Est-ce qu'il y a une question qui serait apparue depuis tout à l'heure dans la salle, ou est-ce que vous êtes toujours aussi timide ? Ah, monsieur, devant. Est-ce que les écrans ont un impact sur l'intelligence, le développement de l'intelligence chez les enfants, par exemple, notamment ? Est-ce qu'ils fabriquent du crétin numérique ? Voilà. Pour faire référence à un ouvrage au titre un peu, accrocheur. Voilà, donc effectivement, on a un collègue de l'INSERM qui sort livre après livre sur le sujet. Nous, on est au CNRS, donc c'est pas pareil. Faut taper dessus, allez-y. Il se trouve que je fais partie d'un projet qui vise à répondre à cette question à partir de la cohorte ELF, qui est une cohorte de 18 000 enfants qui ont été suivis depuis la naissance, sur lesquels on a des mesures à la fois d'exposition aux écrans, de développement cognitif et de différents troubles. Et donc, contrairement à toute la panique médiatique que certains s'emploient à déclencher, on trouve que l'exposition aux écrans en tant que telle, en tant que durée d'exposition par exemple, n'a à peu près aucun effet sur le développement cognitif. Alors après, il faut modérer un petit peu. C'est-à-dire que si on regarde juste des corrélations brutes, oui, il y a une corrélation négative entre temps d'exposition aux écrans et quotient intellectuel ou niveau de langage et diverses autres mesures. Mais le problème, c'est que c'est confondu avec d'autres facteurs. C'est confondu, par exemple, avec le niveau d'éducation des parents.
Pardon. Donc il y a tout un tas de problèmes très importants. Excusez-moi. Pour déterminer finalement quels sont les liens de cause à effet et dans quelle direction. Une fois qu'on utilise toutes les mesures accessoires, les bonnes techniques statistiques pour corriger les résultats, il reste à peu près rien. Ce qui ne veut pas dire que l'exposition des enfants aux écrans puisse ne poser aucun problème, mais ce qui semble être plus déterminant, si vous voulez, le problème, c'est avec cette notion même d'exposition aux écrans, finalement, parce que l'écran, c'est qu'un support. C'est comme si on s'inquiétait de l'exposition au papier. Oui, en fait, quand l'imprimerie est apparue, il y a eu des gens qui s'inquiétaient de l'exposition au papier. Mais à nouveau, le papier, c'est qu'un support. Tout dépend de ce qui est écrit dessus. Les écrans, c'est pareil. Tout dépend de ce qu'on y regarde et de ce qu'on y fait. Il y a des contenus d'extrêmement bonne qualité qui ont des effets positifs sur le développement cognitif des enfants. Et il y a évidemment des contenus de très faible qualité. Et puis, tout dépend des usages qu'on va avoir. Il y a de multiples activités qu'on peut faire. Il y a des jeux vidéo qui ont des effets positifs. Il y en a qui ont des effets négatifs. Donc, vouloir additionner tout ça pour faire du temps d'écran, finalement, ça revient à additionner des effets positifs et des effets négatifs et faire quelque chose qui somme à peu près à zéro. Mais du coup, ça permet de rien dire. Donc, plus important que de se dire « Ah, les écrans, c'est terrible, c'est toxique pour le cerveau des enfants », il faut, et plus que de calculer la durée d'exposition, il faut s'interroger « Qu'est-ce qu'on fait avec les écrans ?» Qu'est-ce qu'on regarde? Quelles sont les activités? Comment on fait ces activités? Évidemment, inviter les gens, les parents, par exemple, à avoir les activités avec les enfants plutôt que d'utiliser les écrans comme des babysitters, bien entendu. Donc voilà, intéressons-nous au contenu et aux usages. C'est vraiment ça qui est important. Alors la jeune fille tout à l'heure, dans la vidéo, recommandait chaudement les documentaires. Visiblement, ça rend intelligent. Mais bien sûr, et de toute façon, les enseignants, depuis des décennies, montrent des documentaires en classe et ils les choisissent bien, ils ont parfaitement raison. Surtout sur les dinosaures. Voilà. Chacun prêche pour sa paroisse. On va prendre une dernière question. Au niveau de justement la partie intelligence, où c'était un petit peu la somme de tout, comment est-ce qu'on peut envisager un collège où finalement on va séparer les matières? Et comment est-ce que dans ce cas-là, on va éduquer à l'intelligence, ou on va faire quelque chose d'intelligent si on sépare tout? Ah, oui, c'est une grande question. Bon, à nouveau, je ne sais pas si la fonction première de l'école est de développer l'intelligence générale. Évidemment, on enseigne matière par matière et il y a des bonnes raisons pour ça, des raisons par exemple de spécialisation des enseignants. On peut pas être compétent dans tous les domaines, donc c'est un peu normal de chercher des gens qui sont un peu spécialisés. Je ne suis pas certain que le fait d'enseigner matière par matière soit nécessairement une entrave au développement de l'intelligence générale. Si vous voulez, chaque compétence peut se développer indépendamment des autres, et malgré tout, après, elles vont être amenées à interagir. Mais je suppose que je suis assez d'accord avec votre suggestion, qui est que si on arrive à faire du lien finalement entre les différentes matières qui sont enseignées à l'école, finalement ça rend tout ça un petit peu plus intelligent, parce qu'effectivement le monde il n'est pas cloisonné selon des frontières disciplinaires qui ont été établies à l'université. Le monde c'est un tout interagit à tous les niveaux, du niveau atomique jusqu'au niveau de la société, et effectivement c'est aussi pour ça que le ministère vous incite à faire de l'interdisciplinarité, qui n'est pas simple à faire, puisque justement tous les enseignants ont une formation disciplinaire, mais on voit un petit peu la logique qui est derrière. Ça a quand même du sens d'essayer de pousser à établir des ponts entre les différentes matières. Je ne sais pas si ça rend les enfants plus intelligents, mais ça a clairement du sens. Bien, merci beaucoup à vous trois pour ces échanges très enrichissants. Le prochain débat mettra côte à côte Anne-Lise Seltzer, qui est spécialiste du Lean, et Nathanael Wallenhorst, qui est doyen de la faculté d'éducation à l'Université catholique de l'Ouest. Il sera notamment question d'intelligence collective. D'ici là, nous allons marquer une pause. N'hésitez pas à en profiter pour rendre visite à nos partenaires ici présents. Quant à nous, nous nous retrouvons à 16h30 précise. À très vite.